Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Startup Story, l'émission qui s'intéresse aux jeunes entreprises innovantes de Bruxelles, des jeunes pousses qui bien souvent s'engagent pour le climat. Et vous verrez que certains poussent le curseur un tout petit peu plus loin puisqu'ils ont bien envie de changer les habitudes de nos entreprises pour qu'elles soient un petit peu plus durables. Mais comment faire et surtout par où commencer? Ce sont les questions que se sont posées nos invités en plateau. Et vous verrez qu'ils ont trouvé des réponses à ces questions bien différentes. Alors, avec nous dans cette émission, il y a Laura Dumont. Bonjour. Cofondatrice de Surveco. Il y a aussi Louis Collinet, cofondateur de la start-up Tapio. Bonjour. Il y a Maxime van der Meersen, qui est cofondateur de Give Actions. Bonjour. Et enfin, Dimitri Van Merbeek, cofondateur de Frigo Loco. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on va découvrir évidemment vos startups et quoi de mieux qu'un petit exercice qui est bien connu d'ailleurs du monde des startups, qui est celui du pitch. Je vous ai demandé de préparer une présentation en seulement 20 secondes. Alors, c'est très court, mais on saura un petit peu plus sur vos startups. Et vous avez fait les gentlemen. Alors, je ne sais pas si c'est un service que vous avez rendu à Laura, mais ils ont proposé que Laura s'y colle en premier. Alors, Laura, on va présenter Surveco. En 20 secondes, qu'est-ce que ça donne, Surveco ? Surveco est un organisateur de team building engagé. Donc, à travers nos activités, on renforce la cohésion d'équipe tout en sensibilisant aux objectifs de développement durable qui ont été créés par l'ONU. On veut vraiment impliquer chaque collaborateur dans le changement durable au sein de l'entreprise. On a encore 5 secondes, on peut prendre le temps en effet. Ouais, on peut peut-être rajouter qu'il y a un engagement climatique, il y a un engagement sociétal aussi, je pense. Oui, ça dépend la formule de notre activité, mais quand c'est en virtuel, c'est plutôt sociétal, social. Et en présentiel, on focus vraiment énormément sur l'environnement. Le pitch qui n'est pas facile évidemment, qui est un exercice que vous faites très souvent, je pense. Alors, on a aussi la start-up Tapio avec Louis Collinet. Alors, en 20 secondes, Tapio, ça donne quoi ? Alors, Tapio accompagne les entreprises dans la définition et l'implémentation de leur stratégie climatique. On combine l'expertise et la technologie pour démocratiser l'accès à la transition écologique. Concrètement, c'est une boîte à outils digitale faite de fonctionnalités interconnectées qui permettent de transformer les objectifs en résultats. Excellent, sur le top des 20 secondes. Ça veut dire quoi, Tapio ? Alors, Tapio, en fait, c'est une divinité nordique qui est la protectrice de la forêt. D'accord, une divinité nordique qui a été récupérée. Et qui a été honteusement récupérée par nous parce que ça sonnait très bien et qu'il y a une chouette connotation derrière. On va découvrir une autre start-up qui est celle de Give Actions. Alors, c'est Maxime van der Meersen qui va s'y coller. Le chrono est prêt. Est-ce que Maxime est prêt ? Ouais. On est parti. Chez Give Actions, on a créé un label publicitaire qui s'appelle la publicité positive. Donc concrètement, c'est une publicité qui, 1, sélectionne les annonceurs selon leur impact positif grâce à un comité éthique, et 2, redistribue un pourcentage du budget à des associations. Donc cette publicité est disponible sur des grands médias belges et sur notre application. Pas mal. On est plutôt pas mal, en effet. Alors, quand on se lance dans la communication ou dans la publicité, ça veut dire qu'on a un background dans ces domaines-là ou pas du tout ? Pas forcément. Moi, j'ai fait un background plus de business. Forcément, j'ai un peu touché quand même à la com. Mais on apprend sur le tas. On verra évidemment pourquoi vous avez choisi ce domaine-là pour agir. Mais d'abord, on va découvrir Frigo Loco. Ça va se passer avec Dimitri Van der Merbeek. Alors, Frigo Loco, on est parti pour le top ? Alors, chez Frigo Loco, on veut révolutionner la restauration collective, que ce soit en entreprise, dans les hôpitaux, les administrations, les écoles, en offrant des plats frais et sains préparés par des chefs et des traiteurs locaux via des frigos connectés, intelligents, disponibles 24 heures sur 24. Et la finalité de Frigo Loco, c'est vraiment de changer et d'améliorer le bien-être au travail pour les entreprises. Tip top sur le top. Frigo Loco, alors je sais que dans les startups, il y a beaucoup de jeux de mots. Ouais. Là, il y a un jeu de mots assez clair. J'espère qu'il est clair. Loco, c'est surtout au fait le local, et avec le jeu de mots, évidemment, l'espagnol pour un peu fou. Un petit peu fou, mettons un peu de rock'n'roll dans les frigos d'entreprise. On l'aura compris, vous agissez sur des domaines très très différents, mais vous avez des valeurs durables en commun. Alors évidemment, quand on lance sa start-up, il faut parfois choisir sur quoi on a envie d'agir, comment est-ce qu'on a envie d'agir dans les entreprises. On va découvrir un peu plus sur vos histoires. Alors pour Give Actions, Maxime, c'est d'abord parti d'un constat personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'environnement ? Alors, comment est-ce qu'on se retrouve dans le monde de la pub et de la communication ? En effet, ça part d'abord d'une envie personnelle. Je discutais avec mon ami d'enfance, Ilyes, qui est d'ailleurs un des 3 cofondateurs, et on était un peu perdus par rapport
aux enjeux climatiques, ce qu'on devait faire et notre impact. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes créer une manière de se bouger pour la planète? Et c'est comme ça qu'est créé Give Action, notre application, parce qu'on a commencé avec notre application, qui permet à toutes et tous de soutenir des projets associatifs, mais gratuitement grâce à la publicité. Donc concrètement, on télécharge l'appli, on vient dessus, on choisit un projet qu'on veut soutenir, comme planter un arbre ou offrir des repas à des sans-abri, et plutôt que payer nous-mêmes, on va regarder une publicité. En la regardant, on génère de l'argent, parce que l'entreprise paye pour la regarder, et cet argent est utilisé pour financer une asso. On a continué la réflexion plus loin et on s'est rendu compte que soutenir des assos, c'était important, mais que c'était probablement aussi important de mettre en avant aussi des entreprises qui se bougent, qui ont un impact positif, parce que le changement va aussi passer par une transformation de nos habitudes de consommation. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin et qu'on externalise ce qu'on fait sur l'application, mais aussi sur des grands médias qui utilisent la publicité. Donc c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec différents grands médias belges pour intégrer les enjeux environnementaux à la publicité. On voit quelques images des actions derrière vous, de l'application aussi. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un mouvement et donc d'inciter le consommateur à s'habituer à ce genre de publicité, je suppose? Absolument, c'est de mettre en avant justement des habitudes de consommation des entreprises qui se bougent. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en effet en place un comité éthique composé d'experts indépendants qui analyse à chaque fois les marques et leur communication pour déterminer si oui ou non elles sont éligibles pour obtenir le label. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut l'utiliser, ce sont que des entreprises qui ont une réelle envie de se bouger, quoi. Et donc on a vu à l'écran en effet quelques actions qu'on a financées. On a créé des réseaux naturels, on a offert des repas à des sans-abri, etc. Le plantage d'arbres. Le plantage d'arbres aussi. Ouais. Alors à côté de vous, Laura, c'est vrai que c'était aussi une envie personnelle. Alors d'abord dans le zéro déchet, une sensibilisation dans son quotidien et l'envie de sensibiliser les autres, pourquoi pas au travers du team building. C'est ça. Tout est parti du scoutisme. En fait, je faisais partie d'une unité qui était zéro déchet. Et avant, j'étais une consommatrice folle de vêtements. J'utilisais la voiture pour le moindre trajet. Et petit à petit, mon ami Arnaud a commencé à me sensibiliser à ça, à travers des activités comme fabrication de savon, à travers simplement montrer qu'on peut acheter en vrac et que c'est pas si cher que ça si on prend les bonnes quantités. Et donc, je me suis dit, c'est génial, il y a énormément de valeur derrière tout ça. Et j'ai pas été forcée pour avoir ce déclic. Je me suis dit, mais pourquoi le limiter au scoutisme? Pourquoi pas le présenter à d'autres personnes? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire vraiment des événements éco-responsables à la base, parce que c'était qu'en présentiel. Puis, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'on voit des images là derrière. Est-ce qu'on va fouiller Bruxelles à la recherche de consignes ou c'est comment que ça se passe? Du coup, il y a plusieurs formules, mais par exemple, celle qu'on voit ici, c'est le SDG City Game qui permet de découvrir Bruxelles autrement. Et donc, évidemment, on va passer peut-être par des endroits comme Mannequin Peace, etc. Mais on va donner des informations qui sont en lien avec les objectifs de développement durable. Et donc, à travers des énigmes, il va falloir trouver son parcours, évidemment, répondre à des questions, prendre des photos. Mais aussi, on va découvrir et se plonger justement dans cette référence connue pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut changer les choses et comment Bruxelles le fait. On voit déjà que vous avez choisi des domaines d'action qui sont différents. Alors, pour Tapio, Louis, on s'attaque en fait peut-être parfois à la première étape qui est de dire quel est le diagnostic aujourd'hui dans l'entreprise? Quel est mon impact carbone en termes d'entreprise? Comment est-ce qu'on en est arrivé à lancer cette start-up Tapio? On s'est intéressé à la problématique du réchauffement climatique et en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises veulent ou doivent agir face au réchauffement climatique. Et on s'est demandé si elles veulent et qu'elles doivent, pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement réglé? Et en fait, on s'est rendu compte que le sujet était encore très nouveau d'un point de vue challengeant pour les entreprises et qu'il y avait très peu d'équipements, très peu d'outils et que du coup, la consultance et l'accès à cette connaissance-là étaient très chers. Et donc, on a voulu en fait investiguer cet espace-là et on s'est dit, si on arrive à matcher l'expertise et la technologie, on va pouvoir démocratiser l'accès à la transition écologique et donc l'accélérer, la crédibiliser, aller plus loin et potentiellement atteindre les objectifs climatiques qui ont été définis maintenant par les objectifs de Paris. J'ai précisé le diagnostic, mais c'est aller plus loin, c'est-à-dire qu'on propose vraiment des alternatives sur différents points qui peuvent être problématiques pour x, y raison dans l'entreprise. Exact. Donc jusqu'à il y a quelques années, c'était suffisant pour une entreprise de mesurer. C'était même une entreprise assez innovante. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on va devoir passer à l'action, parce que beaucoup d'engagements ont été pris. Et donc aujourd'hui, nous, on se focus sur 3 grands axes, qui sont le premier, la compréhension, que vous avez mentionné. Le deuxième, l'action. Donc on sait où on est, mais où est-ce qu'on va, à quel rythme, comment, avec qui. Et le dernier point est l'engagement.
parce qu'une entreprise aujourd'hui, c'est une partie d'un écosystème, c'est des employés, c'est des investisseurs, des clients, et donc c'est très très important de pouvoir permettre à l'entreprise de communiquer avec tous ces stakeholders et aussi de pouvoir les engager dans leur trajectoire climatique. On verra évidemment, on reviendra sur cette thématique du devoir, pouvoir s'inscrire dans la transition écologique. Mais d'abord, on va peut-être présenter Frigo Loco. On aura compris que ce sont des frigos intelligents. Alors, qu'est-ce qui nous amène à lancer des frigos intelligents en Belgique ? Alors, mon associé Mathieu et moi, on est des amis de longue date. On a tous les deux une expérience aux États-Unis et il y avait des projets un peu similaires, pas complètement aboutis dans vraiment la durabilité et le côté local. Et on a aussi des expériences dans les grandes entreprises et dans l'alimentaire. Tout ça mis ensemble, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire dans le monde un peu vieillissant du catering d'entreprise. Et donc, on a décidé de lancer ça juste avant le Covid. Donc, effectivement, comme nos clients, c'était des entreprises avec des espaces de bureau, on a eu le temps de vraiment pousser le concept et la philosophie aussi loin. C'est à ce moment-là qu'on a pensé au nom Frigo Loco. Et donc maintenant, on veut vraiment, en plus d'amener du bien-être au travail, on veut amener aussi une réflexion durable et locale dans ce qu'on offre dans nos produits, dans la manière de le faire, tout en sachant qu'on a une empreinte carbone au niveau de la logistique, au niveau du packaging de nos produits et au niveau de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est vraiment tous les trois axes dans lesquels on veut pousser un peu plus loin. Ça veut dire que vos frigos connaissent la date de péremption de l'entièreté des produits. Est-ce qu'on sait quand on doit vendre le produit, quand on doit aller le récupérer? Est-ce que ça permet de gérer les déchets notamment? Alors ça nous aide évidemment. On travaille avec de l'ultra frais, donc avec une durée de vie assez courte des produits. Donc la gestion de ça, c'est très important. Alors en amont, évidemment, il faut prévoir au mieux, au plus près de ce qu'on va vendre. Mais après, effectivement, il y a toute une gestion, on va dire, d'inventaire, etc. Et on a plusieurs techniques pour pouvoir vendre des produits en fin de vie. C'est à la fois pouvoir faire des réductions sur les prix. Et puis après, on travaille avec des plateformes Too Good To Go, etc. et des frigos solidaires pour gérer les invendus. Mmh. On a vu des images, en effet, maintenant il y a une offre donc zéro déchet avec des plats qui sont consignés donc, et relavés, redistribués. Ça veut dire qu'il y avait une intention aussi des entreprises. On a vu qu'ils avaient envie d'aller plus loin en entreprise, notamment pour sensibiliser les travailleurs. Alors pour être honnête, on pousse plus qu'avoir des demandes et clairement entre la philosophie d'avoir un frigo zéro déchet et vraiment passer le pas parce que c'est un peu plus contraignant, c'est un peu plus cher. Il y a parfois une marge et c'est ça qu'on veut passer. Et donc on a commencé là tout dernièrement avec nos partenaires sur Caen avec des bocaux en verre et on commence à Bruxelles en septembre. Alors là, c'est zéro déchet complètement, donc on est très contents et on veut évidemment augmenter la proportion de frigos zéro déchet. On l'aura compris que si on veut effectivement rencontrer les objectifs climatiques, il va falloir changer les choses. Ça passe par les entreprises. Alors parfois ça vient d'en haut, parfois ça vient du personnel aussi. Laura, on a un peu l'impression, c'est vrai que les startups aujourd'hui, elles s'engagent pour le climat. Pour les entreprises qui sont présentes depuis un peu plus longtemps, c'est plus difficile de changer les habitudes. Est-ce que ça arrive de recevoir des entreprises qui, tout simplement, ne savent pas par où commencer ? Totalement, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils font appel à nos services notamment, parce qu'ils veulent sensibiliser, savoir dans quelle direction ils peuvent conduire justement leurs collaborateurs et surtout les impliquer. Donc c'est pas parce que le leader, le manager décide de changer la structure que forcément elle va changer du jour au lendemain. Il faut que chaque acteur au sein de l'entreprise se donne, comprenne pourquoi on change et surtout se mobilise. Et donc ils ne veulent pas le faire de manière trop dure, donc ils font appel notamment aux événements, aux team building engagés qui permettent de discuter de ces sujets un peu tabous en fait, au sein de l'entreprise, mais d'une manière légère et ludique. Je rebondis sur ce que Louis disait en début d'émission. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté devoir, pouvoir changer ses habitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une obligation peut-être de passer au durable, de faire un effort sur son empreinte carbone ? Alors on peut interpréter la question de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce n'est pas une obligation légale encore, même si on va clairement dans cette direction et ça se structure de plus en plus, mais c'est une obligation stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si les entreprises veulent attirer des talents dans leur rang pour simplement atteindre leurs objectifs, elles doivent se positionner dans le durable. Si elles veulent attirer des financements, elles doivent se positionner dans le durable. Si elles veulent assurer l'accès à leurs fournisseurs et vendre leurs produits à leurs clients, elles doivent se positionner. Donc, ça devient un choix stratégique au sens de se positionner dans la durabilité.
Donc pour nous, c'est suffisant et on est très pragmatique par rapport à cette question. L'important, c'est d'agir, peu importe la raison pour laquelle l'entreprise agit, tant que c'est crédible. Mhm. On va le voir avec la communication et la publicité pour Give Actions. C'est vrai que dans votre domaine, on comprend encore à quel point c'est nécessaire. C'est, comme le dit Louis, devenu un argument de vente, en fait, de pouvoir mettre en avant ces valeurs durables. Ça, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que Louis disait, absolument, les chiffres le disent. Il y a une étude d'Avas Media, donc une grosse agence média, qui a fait une étude qui s'appelle Meaningful Brands. Ils mettent en avant que 3/4 des consommateurs attendent des marques qu'elles soient engagées au niveau environnemental ou social. Et dans le même temps, ça ne changerait rien aux consommateurs si 3/4 des marques disparaissaient demain. Donc ça met bien en avant qu'il y a un réel enjeu des marques, c'est de pouvoir survivre demain. Et donc il faut intégrer ces enjeux. Tu parlais du niveau interne, en effet, pour les collaborateurs, mais aussi pour pouvoir vendre. La bonne nouvelle, c'est que l'intention d'achat est augmentée de 2,4 lorsqu'une marque est vraiment considérée comme engagée. Donc ouais, c'est un objectif réel pour survivre demain, en fait. C'est un nouveau point sur la checklist peut-être du consommateur, en fait. Ouais, de plus en plus. Pas encore chez tout le monde, mais une majorité. Et donc des entreprises, puisqu'on parle des consommateurs. Ouais. Alors, pour Dimitri, en frigo locaux, ça passe forcément du coup par l'alimentation. Il y a donc cette offre zéro déchet. On a peut-être envie de commencer par les collaborateurs en proposant quelque chose qui soit plus local, plus zéro déchet et plus durable, pour peut-être les habituer à la maison aussi, à prendre ces habitudes? Oui, c'est sûr, il y a des habitudes à prendre. Et comme le dit Louis, effectivement, nous, c'est au sein des collaborateurs qu'on veut agir et que l'entreprise montre l'exemple aussi et réponde aux demandes de leurs employés. Et c'est sûr que dans tout ce qui est gestion, effectivement, des durées de vie des produits, du gaspillage alimentaire et du packaging, qui est vraiment un sujet très, très important pour toutes les personnes qui se retrouvent dans le monde alimentaire, il y a des choses à apprendre dans la gestion d'un frigo zéro déchet, ça c'est sûr. Et puis je suppose que le Covid a dû aider aussi dans l'intérêt et l'importance que l'alimentation représente même en entreprise. Certainement, en tout cas au niveau de travailler avec des partenaires locaux. On a vu que toutes les initiatives s'étaient mises en place pendant les premiers confinements où on allait consommer beaucoup plus local. Et c'est sûr que c'est assez fort resté dans les mentalités des gens à ce niveau-là. Mmh. Les entreprises se réveillent donc, alors il faut encore commencer quelque part, et puis on peut se demander si parfois les intentions sont les bonnes, donc on parle d'arguments de vente, de volonté de changer de réputation aussi parfois. Alors là je me tourne plutôt vers le communicant Maxime avec les publicités. Je suppose que vous avez une charte qui permet de savoir avec qui est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'on travaille avec eux, et peut-être ne pas tomber dans le greenwashing comme on l'appelle. Alors pour rappeler, c'est une technique marketing donc, qui utilise la publicité en cachant quelques intérêts de l'entreprise et en ne dévoilant pas tout, surtout en parlant de changement climatique. C'est surtout une image verte qui est trompeuse et qui ne correspond pas à la réalité. Donc ça arrive dans la publicité, ça arrive aussi dans la communication externe. Publication sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être du greenwashing. Donc c'est pour ça, nous, on est dans la publicité, on a un label de publicité positive. C'est indispensable de sélectionner parce que le greenwashing peut arriver principalement dans la communication et donc dans notre cas c'est hyper important. Il y a une cause principale du greenwashing, c'est la mise hors contexte. Typiquement, c'est parler d'un petit aspect qu'on va bien faire. Donc typiquement, une entreprise va faire un team building engagé, très bien, c'est super chouette, mais si derrière elle communique au grand public en disant on est une marque engagée parce qu'on a fait un team building, mais qu'à côté la majeure partie de son impact est hyper négatif, là on rentre dans du greenwashing. Donc c'est pour ça que c'est toujours hyper compliqué, et la question, on y arrivera peut-être, de savoir avec qui on peut s'associer ou non, ça va surtout travailler sur la communication externe, parce qu'on ne veut pas arriver dans du greenwashing de ce style. Mmh. Laura, c'est quelque chose qu'on a vu comme situation, des clients qui arrivent peut-être pour se donner bonne figure? Bon, on a des entreprises qui sont déjà venues et qui ont dit écoutez, pour l'impact positif, vous pouvez un peu passer à côté, okay. C'est pas le plus important, on préfère s'amuser. Et on leur dit directement, si vous nous choisissez, sachez qu'il y aura l'impact positif, qu'on va aborder ça, que tout le choix de nos partenaires est vraiment tourné autour de ça. Donc, vous aurez un impact que vous le souhaitiez ou non. Sinon, vous allez voir chez quelqu'un d'autre. Mmh. Et donc, soit ils partent, et il y en a certains qui sont déjà partis faire un karting, donc ils sont passés de tout à rien. Okay. Et ou alors, ils restent et ils savent aussi que le prix qu'ils payent pour la restauration ou autre, c'est pour des produits de qualité, c'est pour un endroit qui fait attention, qui fait de la réinsertion socio-professionnelle ou autre. Donc,
ils savent qu'ils vont avoir un impact positif. Si on choisit Surveco, Si on c'est choisit aussi Surveco. pour les valeurs. Ah, clairement. C'est vrai qu'on peut se poser la question avec les frigos aussi. On parlait de comment choisir ses clients. Alors, est-ce que chez Frigo Locaux, on se dit, bah voilà, peut-être que je vais travailler avec des entreprises qui déjà ont cette pensée durable et ce changement d'habitude, ou bien non, en fait, on peut travailler avec tout le monde. Alors évidemment, on a une préférence. Maintenant, on est une start-up, donc on ne peut pas faire non plus tous les choix. Et nous, notre philosophie, c'est de clairement amener notre petite pierre à l'édifice, à la part du colibri. Et donc, si on peut rentrer dans une société qui n'a pas vraiment une empreinte carbone très légère, mais qu'on fait un petit effort à ce niveau-là, c'est toujours bon à prendre. Donc, effectivement, il faut rester prudent par rapport à juste se donner bonne conscience et puis derrière, ne rien faire derrière. Et comme on dit, ça dépend aussi de la manière dont on communique, je suppose. Oui, mais là, nous, c'est vraiment à l'intérieur de la société, donc il n'y a pas vraiment de communication sur les frigos au grand public. Donc c'est un peu différent, c'est plus par rapport à leurs employés, effectivement. Vous parliez d'empreinte carbone. C'est vrai qu'avec Tapio, est-ce qu'on se pose la question de se dire, je travaille majoritairement avec des entreprises qui ont déjà enclenché le changement, ou bien inversement, je veux aider les entreprises qui sont peut-être nulle part, mais qui ont envie de changer? C'est vrai que dans notre cas, c'est très très difficile parce que au plus l'entreprise est mauvaise, au plus le potentiel est grand. Donc, c'est pas très cohérent avec notre discours d'exclure les mauvais acteurs. D'un autre côté, c'est compliqué d'encourager les mauvais acteurs à pouvoir pérenniser leurs actions plus longtemps. Donc, par exemple, un de nos outils, on a parlé de la démocratisation, on a des outils de communication. Et donc, on a un outil qui démocratise la transparence. Et en fait, avec Tapio, c'est très, très simple d'être 100% transparent sur son plan d'action climatique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il ne s'attend pas forcément à comprendre ce qu'il y a derrière un plan d'action d'une entreprise, mais avec Tapio, ça devient tellement simple que ceux qui ne sont pas transparents vont finir par être pénalisés. Donc dans ce cas-là, on va se réfugier derrière la transparence. Et si une entreprise veut dire qu'elle est 100% green parce qu'elle a fait un pas dans la bonne direction en faisant, par exemple, des team building à orientation green, c'est bien. Mais si derrière, on s'aperçoit que 99% de ces émissions est liée à ces activités d'extraction pétrolière, le consommateur va pouvoir comprendre ça et donc potentiellement le pénaliser avec son portefeuille ou le talent, pénaliser l'entreprise en décidant de ne pas travailler là ou l'investisseur en n'investissant pas. Donc voilà, on démocratise la On y pense au greenwashing aussi, on se pose la question en tout cas. Alors nous, c'est fondamental, c'est pas parce qu'on aide, il faut pas confondre, je pense que c'était une bonne explication, c'est pas parce qu'on est une entreprise très polluante qu'on fait du greenwashing, on fait du greenwashing quand on détourne une information. Donc c'est important d'accompagner les mauvais players parce qu'ils sont aujourd'hui là et si on les laisse seuls, ils vont continuer à travailler mal pendant des années, voire des dizaines d'années et on n'a pas le temps. Tout geste est bon à prendre de ce que je comprends de nos échanges. Effectivement, si on peut commencer quelque part, autant le faire, que ce soit avec la conscientisation de ses employés, la nourriture ou encore l'analyse vraiment ou la manière dont on communique. Alors, c'est vrai que vous êtes à des stades différents de vos startups. Certains sont nés depuis quelques années, d'autres plutôt quelques mois. C'est quoi la suite pour vous dans l'histoire de Frigo Locaux, par exemple, Dimitri? Ce serait quoi les ambitions? Est-ce qu'on a envie de révolutionner l'alimentation en entreprise? Ah oui, en fait, sky is the limit, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans les entreprises, mais je l'ai dit, on veut aussi aller dans les hôpitaux, on peut aller dans le grand public, donc vraiment, on peut aller beaucoup plus loin. Dans l'immédiat, on veut vraiment se renforcer au niveau de l'équipe parce qu'on a une demande de plus en plus croissante avec le retour des gens au bureau. Donc ça, c'est important. Et puis aussi donner une proportion de plus en plus importante dans le nombre de frigos sur ceux qui sont en zéro déchet. C'est vrai que vous existez depuis combien de mois? Non, depuis nous, ça fait 2 ans. Oui, On a commencé juste avant le Covid. C'est ça, exactement. Ça fait 2 ans. C'est vrai que dans le jargon startup, il y a startup, scale-up, il y en a qui sont à la limite, c'est le cas pour Give Actions. C'est quoi les prochains objectifs? Est-ce qu'on se calque sur des objectifs climatiques? Est-ce qu'on a envie d'aller ailleurs qu'en Belgique? D'office, c'est un objectif d'aller en France. Là, l'objectif à plus court terme, c'est de travailler vraiment le côté commercial et d'augmenter les partenariats. On a de plus en plus de très chouettes clients qui travaillent avec nous, mais il faut qu'on continue à ce niveau-là et qu'on augmente aussi notre offre au niveau des médias partenaires. Et dernier point, qu'on communique un maximum sur ce label de publicité positive pour que tous les consommateurs comprennent ce que c'est. Et quand on voit une publicité de publicité positive avec le label, on se dit « Ah oui, ça c'est une marque qui fait les choses bien ». Et habituer le consommateur, comme on a dit, ça fait un peu un cercle vertueux. Absolument. Pour Tapio, c'est déjà une aventure qui a quitté légèrement la Belgique, avec des entreprises qui se trouvent un petit peu partout. Alors, ce serait quoi les prochaines étapes de l'entreprise, Louis ?
C'est vrai qu'avec un outil SaaS, on a l'avantage de pouvoir sortir très rapidement de la Belgique. On travaille déjà en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, on dit Climate Tech, c'est ça, je pense. Climate Tech, exactement. En fait, aujourd'hui, nous, c'est vraiment cette ambition de démocratiser l'accès à la transition écologique. Et donc, on commence à mettre nos outils à disposition d'experts, à disposition d'entreprises de consultance ou tout type d'entreprise pour leur permettre à eux de créer un maximum de valeur. Donc on est en train de développer ce modèle-là qui va permettre d'atteindre nos objectifs de démocratisation et en même temps de croissance, puisqu'en travaillant avec un partenaire sur un marché, on peut avoir un impact beaucoup plus large en termes de nombre de clients et nous, ça nous permet d'intégrer beaucoup de données et d'améliorer la performance de nos outils. Des envies de grandeur chez tout le monde. Alors Laura, le team building aux valeurs sociales mais aussi climatiques, c'est quoi les prochaines étapes ? La prochaine étape serait d'engager quelqu'un qui est trilingue pour s'attaquer justement, pas s'attaquer, mais proposer la solution à la Flandre. Et, excusez-moi. Et donc continuer à proposer justement les événements et pourquoi pas par la suite aller chez les pays voisins et pas aller à l'autre bout du monde, ce ne serait pas le but non plus. Mais par contre, le plus gros objectif, c'est vraiment de mettre en place un système où on peut voir l'impact qu'a eu l'événement au sein de l'équipe, que ce soit en termes bien-être au travail, tissage de liens, mais aussi le changement, les déclics qu'il y a eu, éventuellement les initiatives prises, parce qu'on sait qu'on fait partie de la solution pour changer la culture et on aimerait bien voir un peu de manière plus chiffrée tout ça. Évidemment, toute petite action est bonne à prendre. Merci à tous les 4 d'avoir partagé vos expériences et votre Startup Story. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, Startup Story revient dès dimanche prochain. Vous avez rendez-vous avec Jean-Jacques Deleu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur BX1.